Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Et aujourd'hui, on va faire non pas un simple épisode, non pas un double épisode, mais bel et bien un triple épisode. Effectivement, on prend la direction du Midwest et du Nord-Est des États-Unis en allant faire la preview de Northwestern, Purdue et Rutgers. On commence tout de suite avec Northwestern et une saison pour le moins compliquée l'année dernière pour les Wildcats de David Brown. Ils ont terminé la saison à 4 victoires, 8 défaites, seulement 2 victoires en Big Ten contre Maryland qui était pas super bon l'année dernière, également contre Purdue qui était horrible. Donc ils gagnent seulement en overtime d'ailleurs, donc c'est dire. Honnêtement, à part la défense qui était un minimum correct, il n'y a pas grand-chose à sauver, tellement c'était mauvais l'année dernière. L'attaque était catastrophique avec statistiquement la deuxième pire attaque à la passe du Power 4. Donc dans le pays, c'est compliqué. Passons directement au mouvement de la off-season, parce que clairement, il n'y a pas grand-chose à dire de positif sur l'année dernière chez les Wildcats. En même temps, quand on parle plus du nouveau stade qui arrive plutôt que de l'équipe de football, tu sais que ça va être compliqué sur le terrain. Pour info, ceux qui ne savent pas, il y aura un nouveau stade de college football en 2026 pour Northwestern. Un stade super beau, en tout cas de ce qui a l'air dans les plans. Il est en construction et maintenant ils jouent dans leur stade de transition qui est en bord de lac. Honnêtement, c'est vraiment magnifique, mais ça en reste un stade de transition. Il y a très très peu de spectateurs. Au niveau de la off-season, le gros mouvement de la off-season, c'est l'arrivée du quarterback Preston Stone de SMU, qui est la superbe nouvelle pour Northwestern. Peu de gens s'en rappellent, mais Preston Stone à SMU en 2023, c'était 3200 yards, 28 touchdowns avant de se fracturer la jambe et de perdre son job aux dépens de Kevin Jennings, qui a amené SMU en playoff cette saison. Donc c'est quand même très très solide. Donc certes, il n'a pas beaucoup joué en 2024 comme il était remplaçant à SMU, mais moi j'adore cette arrivée parce que déjà c'est un joueur qui m'a fait beaucoup de plaisir à regarder en 2023. Et puis et voilà, même s'il il était remplaçant, au vu de la quarterback room de Northwestern cette année, l'arrivée de Preston Stone qui a été très très fort en 2023, ça va être très positif. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé le joueur. Il a une capacité à passer la balle assez forte. C'est vrai qu'à SMU, en conférence américaine, il était connu pour être un gunslinger, pas forcément comme on verrait des Baker Mayfield, etc., mais plutôt quelqu'un qui arrive quand même à lancer la balle plutôt loin et qui tente au moins de prendre des shots. Donc ça, pour Northwestern, ça va être une bonne chose. Au niveau des classes de recrutement, c'est toujours compliqué pour Northwestern, étant donné que c'est une bonne école académique. Pas forcément le programme de football du siècle non plus. Donc voilà, bonne académie, un bon programme, donc un bon niveau dit tout le monde ne peut pas y rentrer avec les notes. Également, programme de football un peu en recul. Voilà, on a la 71e meilleure classe de recrutement du pays, 20 commits. En revanche, ils ont un 4 étoiles, Mason Main, qui vient du Michigan. 36e D-line du pays. Sinon, sur le portail des transferts, on l'a dit, avec l'arrivée de Preston Stone, ils ont la 69e classe du pays, donc ils ont moins de joueurs. Mais ils ont également, je pense, des joueurs de qualité, avec notamment Griffin Wild. Griffin Wild, le receveur de South Dakota State, c'était très très fort en FCS. Ça vous dit peut-être rien, mais c'était un super joueur. Et attention à ce qu'il peut faire. Certes, la transition FCS Big Ten, elle peut être complexe. Mais moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié regarder dans les playoffs de FCS. Je ne regarde pas non plus tous les matchs de saison régulière, mais dans les playoffs de FCS, South Dakota State était très fort et c'est aussi grâce à lui. Il a une capacité à aller chercher les ballons très loin. Ça va bien faire une belle paire avec Preston Stone. Sinon, au niveau des départs sur le portail des transferts, il y a une grosse perte. C'est le départ de Josh Thompson. C'était le right tackle titulaire en 2023, le right guard titulaire en 2024. Donc, il y avait encaissé également seulement 2 sacs sur 833 passes. Donc, puis c'est également surtout pas de sacs encaissés pendant les 18 derniers matchs. Donc, c'est des sacs qu'il avait encaissés en tout début de sa carrière. Il est parti à LSU pour aller chercher la NIL. On va pas se mentir, et aller jouer dans une équipe un peu plus compétitive que Northwestern. En revanche, c'est dans la lignée de Rashan Slater, Pete Skoronski, etc.
c'est des joueurs qui sont très très forts sur la ligne offensive. Donc gros départ quand même de Josh Thompson, mais vous allez voir, la ligne offensive elle n'est pas non plus esselée. Si on se fait une petite revue d'effectifs, on va pas faire toutes les postes, mais voilà, on abandonne le projet McWright et Jack Losh, qui étaient tous les deux catastrophiques, aussi catastrophiques l'un que l'autre. Preston Stone arrive en sauveur dans ce programme de Northwestern. Personnellement, je suis hypé et c'est une vraie plus-value parce que mine de rien, la qualité à la base était très très complexe l'année dernière. Donc honnêtement, je suis hypé. En revanche, qui va attraper les ballons et courir la balle pour l'aider? Ça, c'est une grande question. Je vois personne pour step up cette année. Clairement, il va être un peu esselé à part Griffin Wilder dont j'ai parlé dans les mouvements de off-season. Il vient de FCS, à voir comment il va réussir à s'adapter au Power 4. Mais en tout cas, à part ce duo-là, je vois pas grand monde qui peut aller faire quelque chose de bien. Sur la ligne offensive, par contre, la clé de l'équipe, ça sera Caleb Tiernan, le left tackle qui va être sur tous les radars de la draft et de la NFL en général. Comme je vous l'ai dit, dans la même idée que Rashawn Slater, Pete Skoronski, attention à Caleb Tiernan. Pour les fans de draft, son nom va absolument être appelé l'année prochaine dans cette draft qui arrive. Ça va être un très très gros joueur, donc au moins suivez ce gars-là si vous avez l'occasion de regarder Northwestern. La défense, elle va être correcte, comme l'année dernière, je pense. On a Anto Saka, le defensive end qui devrait avoir un impact significatif. Pareil pour le linebacker, Yanni Karlaftis. Ça vous dit peut-être quelque chose. Karlaftis, c'est le petit frère de George qui joue en NFL, qui était à Purdue. Son petit frère était à Purdue, mais on en parlera juste après, puisque c'est la preview de Northwestern Purdue Rutgers. Purdue perd tout le monde, dont Karlaftis. Donc voilà, il se retrouve à passer de Purdue à Northwestern et il va pouvoir aller faire des plaquages. Je crois que c'est plus de 110 plaquages sur les 2 dernières années. Donc voilà, c'est pas si mal pour un linebacker. Sinon, au poste sur la ligne défensive, sur les defensive backs, on a Damon Walters, le safety, qui devrait être la clé de ce backfield défensif. Il a peu joué l'année dernière, mais il a été très bon quand il a joué. Donc, à voir. En plus, il était jeune. Donc, à voir ce que ça donne. Au niveau du calendrier pour Northwestern, avec toute cette équipe, on a un calendrier qui est pas facile du tout. Mine de rien, on a Tulane, Western Illinois pour commencer, Oregon, UCLA, University of Louisiana Monroe, Penn State, Purdue, Nebraska, USC, Michigan, Minnesota. Et ils ont quand même à noter les déplacements à Tulane en ouverture, à Penn State, qui est classé numéro 2 au pays actuellement, à Nebraska, à USC et à Illinois. Donc c'est vrai qu'ils reçoivent Oregon et Michigan, ça peut aider, mais c'est compliqué quand même. C'est un calendrier qui est pas facile du tout. David Brown, le head coach, l'a dit, l'objectif c'est bowl game cette année. L'année dernière, ils avaient gagné que 4 matchs, donc là l'objectif c'est d'en gagner au moins 6. Pour ça, il faudrait gagner 6 matchs, comme vous le savez, pour être qualifié en bowl. Ça paraît compliqué. Selon moi, Western Illinois, University of Louisiana Monroe et Purdue, ça devrait remporter facilement ces matchs-là. Donc, ça fait 3 victoires. Je pense honnêtement qu'ils peuvent aller chercher des victoires contre Tulane. Pourquoi pas un match face à UCLA ou Minnesota. Ça ferait 5 victoires et les Wildcats pourraient potentiellement faire partie des équipes invitées, malgré qu'ils n'aient pas les 6 victoires. Voilà, ça me paraît complexe pour le bowl game. Entre 5 et 6 victoires, ça serait une bonne saison déjà pour Northwestern. À voir ce que ça donne, mais il y a de quoi se hyper avec Preston Stone, avec Wilder, avec une défense qui reste toujours un peu correcte et un calendrier qui est pas facile, mais ça va faire des beaux matchs. Passons maintenant à la preview de Purdue, les Boilermakers. Et on peut dire qu'une seule chose, nul. C'était nul. Passons à autre chose. Donc Rutgers, non, si on est sérieux un peu, 2 minutes, vraiment catastrophique. La saison de Purdue en 2024, c'était le paillasson de la Big Ten, en gagnant seulement un seul match cette saison. Même pas contre du Power 4 en plus. C'était la seule victoire contre Indiana State, une FCS qui est même pas une bonne équipe FCS. Donc, ils ont remporté le match 49-0 en ouverture. Et après, ils n'ont plus gagné de match.
C'est simple, Purdue, c'est 17 points marqués par match en moyenne, pendant qu'ils en encaissent 40. Statistiquement, la 131e pire défense de la FBS sur les 134 équipes, pour vous dire. Donc, ils ont 3 équipes pires que eux. Ça fait pas plaisir. C'était nul en attaque, c'était nul en défense. À la passe, pour vous dire, c'était 13 touchdowns pour 9 interceptions sur toute la saison entière. 13 touchdowns pour 9 interceptions, c'est certains quarterbacks qui font ça en 3 matchs. Et eux, ils ont fait ça sur toute la saison. L'année dernière, c'était 3 matchs sans marquer un seul point. Donc 3 matchs où ils se sont fait shut-out, où ils ont marqué 0 point. 3 matchs également supplémentaires en plus de ces 3 matchs où ils n'ont pas marqué, où ils marquent seulement 10 points. Donc tu as 6 matchs où tu marques moins de 10 points. Tu as une attaque abyssale, une défense où tu as pris 40 points par match, c'est que tu es nul aussi. Voilà, c'est vraiment une saison catastrophique pour Purdue, le programme de l'Indiana. Hein. Et pour vous, j'ai une statistique folle. Purdue n'a mené au score que 9 minutes sur les 11 derniers matchs de la saison. Donc les 11 matchs contre des équipes du Power 4, ils n'ont mené que 9 minutes sur l'entièreté de ces 11 matchs. Il faut s'en rendre compte. C'est vraiment une saison catastrophique. Et puis, comment faire pire que l'année dernière ? Eh ben, c'est simple. Tes meilleurs joueurs, ils s'en vont. Tu avais déjà une équipe qui était moyenne. En plus, tes meilleurs joueurs, ils s'en vont. En attaque, tu as Max Clair, le tight end, qui est parti à Ohio State. On a DJ Wingfield, le guard, qui s'en va à USC. En défense, on a Dylan Tiedemann, le meilleur safety du pays, qui s'en va à Oregon. Il y a également l'edge Will Helt, qui part du côté de Clemson. Bref, tu as 3 de tes meilleurs joueurs offensifs qui s'en vont à la réception, en tout cas. 4 de tes meilleurs joueurs en défense qui s'en vont aussi. En plus de ça, Purdue étant le paillasson de la ligue, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont partis. Le head coach, il s'est fait virer. Enfin, tout le coaching staff s'est fait virer. Donc, tu te retrouves avec plein de joueurs qui s'en vont, plein de nouveaux joueurs qui arrivent. Voilà. Compliqué à voir un peu ce qui va s'en venir dans ce roster. Voilà, une majorité de nouveaux joueurs, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à sauver, à part les meilleurs joueurs qui sont partis, donc il n'y a plus rien à sauver. Au niveau du coaching staff, je l'avais un peu dit, mais évidemment que l'ancien coaching staff a été viré. C'est maintenant Barry Odom qui reprend les rênes du programme. Il sera accompagné de Josh Henson au poste de coordinateur offensif, qui était précédemment coordinateur offensif à USC. Et on aura Mike Scherer, le coordinateur défensif, qui était coordinateur défensif à UNLV sous Barry Odom. Effectivement, Barry Odom a fait 2 saisons à UNLV avant de rejoindre les Boilermakers de Purdue. Purdue, mine de rien, je fais le petit aparté parce que je donne pas beaucoup de choses positives. Purdue, c'est une fac que j'apprécie, à la fois par Drew Brees ayant été à Purdue, à la fois également parce que je suis un fan d'espace et que j'adore la conquête spatiale. Et Neil Armstrong vient de Purdue. Et également parce que, quand vous le savez, j'étais dans la famille d'accueil dans l'Oregon et la mère d'accueil venait de l'université de Purdue. Donc ça fait beaucoup de liens avec Purdue. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement. En revanche, pas beaucoup d'espoir cette année. C'était mon petit laïus pour dire au moins des choses sur Purdue positives, parce que j'ai pas beaucoup de choses positives à dire. Le seul joueur notable qui est de retour en attaque, c'est Devin Mokobi, le running back, qui a fait 600 yards l'année dernière. Encore au vu de l'état, et encore en vue de l'état du reste de l'équipe, ça risque de pas avoir beaucoup d'espace pour courir. Honnêtement, c'est terrifiant l'équipe. Je sais même pas comment ils vont faire pour être compétitifs. On peut directement passer au calendrier, et ça, cette fois-ci, c'est pas une blague, parce qu'il y a personne qui ne saute aux yeux. Même les insiders, en essayant de regarder de plus près, ils ont du mal à voir des profils qui se séparent du reste du groupe. Donc moi, d'un point de vue français où j'ai pas les insides, je vais pas non plus trouver plus que les insiders qui disent que personne ne se démarque. Ça va être une saison compliquée. Tout le monde se l'assure du côté de Purdue. Désolé, pas trop de mise en profondeur sur l'effectif de Purdue. En revanche, vous allez me dire, avec un effectif comme ça, c'est quand même compliqué de voir des victoires. Mais peut-être que le calendrier offrira des cadeaux. Et vous avez raison, ils vont doubler le nombre de victoires, passant de 1 victoire à
2 victoires en 2025. Ils ouvrent la saison contre Ball State, Southern Illinois. Ensuite, ils reçoivent USC, ils se déplacent à Notre-Dame. Ils reçoivent Illinois, ils se déplacent à Minnesota et à Northwestern. Contre Rutgers à domicile, ils se déplacent à Michigan dans la Big House. Ils reçoivent Ohio State. Ils se déplacent à Washington et finissent par recevoir Indiana. À part, autant dire que à part les 2 premiers matchs de la saison régulière, ils font face à un des pires calendriers de la Big Ten. Autant dire que ça ne gagnera pas le reste des matchs. Donc je prévois 2 victoires, une contre Ball State. D'ailleurs, si vous voulez aller contre Ball State, les tickets sont à $7. Si vous êtes du côté de l'Ohio, de l'Indiana, pardon. Si vous êtes du côté de l'Indiana, allez vous faire plaisir en regardant un immonde pur du Ball State pour $7. C'est quand même pas rien. Donc certainement une victoire contre Ball State qui n'a pas gagné beaucoup de matchs l'année dernière. C'était une des pires équipes de la ligue en FBS, au même titre que Purdue, mais ça devrait le faire, je pense, j'espère. Et ils reçoivent également Southern Illinois, qui est une équipe de FCS, qui est mauvaise équipe de FCS. Donc ça devrait faire 2 victoires. Et puis ensuite, USC, Notre-Dame, Illinois, Minnesota, Northwestern, Rutgers, Michigan, Ohio State, Washington et Indiana, ça va perdre les matchs. Voilà. Je vais pas me mouiller plus que ça. C'est pas très compliqué. Il risque d'y avoir... ça risque d'être un bon paillasson pur dur encore une fois cette année. Heureusement qu'ils ne rencontrent pas Oregon ni Penn State, sinon ça aurait été très très compliqué. Voilà, donc 2 victoires, c'est double de l'année dernière. C'est encore une fois pas super bon. En tout cas, Barry Odom, qui n'a pas de lien de famille avec Larry Odom, j'espère qu'il va faire quelque chose de beau pour ce programme. En revanche, ça me paraît compliqué cette année. Passons maintenant à la preview de Rutgers. Et on a enfin du beau qui arrive dans cette preview avec Rutgers qui a un bilan de 7 victoires, 5 défaites en saison régulière et également une défaite en bowl game contre Kansas State dans un match qui était quand même fou. Ils ont perdu 44-41, mais on se retrouve avec une équipe qui a un bilan positif. On a eu le retour de Greg Schiano. Greg Schiano à l'époque, pour vous dire ceux qui connaissent pas forcément Greg Schiano, à l'époque il avait coaché dans les années 2008-2010 il me semble Rutgers, où ils avaient fait des saisons avec des saisons positives, en tout cas avec 7-8 victoires. Ensuite il est parti à la NFL pour aller coacher Tampa Bay. Et il est revenu maintenant après avoir coaché en NFL. Je pense que Greg Schiano, vous le connaissez de la NFL, ceux qui suivent la NFL, pour ressusciter une deuxième fois, parce qu'il avait déjà fait le travail en 2010 pour ressusciter le programme. Donc là, il ressuscite. Jésus devrait en apprendre quelque chose de ça. Mais voilà, il ressuscite 2 fois le programme de Rutgers avec une saison en positif, qui avait déjà eu une saison en positif l'année dernière aussi. Cette année, ils ont perdu contre Nebraska, Wisconsin, UCLA, USC et Illinois. Donc, c'est arrivé à quelques programmes cette année. Juste la défaite contre Wisconsin, elle est vraiment moche. Ils perdent de 30 points. Mais celle contre Nebraska, UCLA et Illinois, elles se jouent toutes à 1 touchdown d'écart. Et USC, ça reste une bonne équipe. Donc, c'est assez normal de perdre contre eux quand on est Rutgers. Finalement, 7 victoires, c'est quand même plutôt pas mal. Mais qui dit bonne saison, dit départ à la draft. Le running back superstar Cal Monongai, que vous avez certainement vu à la draft partir du côté des Chicago Bears. Très très bon joueur, plus de milliards de l'année dernière avec Rutgers. C'était lui au moins la clé de voûte de cette attaque. Donc ça va faire mal pour le programme. Sont aussi partis le wide receiver Dimer Miller qui est parti du côté des Jets, il me semble. On a également les DB Robert Longbeam, Desmond Igbinosun et Shaquan Loyal qui sont partis tous les 3 en NFL. Donc ça fait quand même du monde qui part sur le backfield défensif. Par contre, on a l'arrivée de très très bons renforts, notamment sur la D-line depuis le portail des transferts. On a Eric O'Neill qui est en provenance de James Madison. C'est une énorme prise. C'est un gros gars bien fort. Ça va faire très très mal sur le pass rush. Pareil, il recrute également Bradley Weaver d'Ohio, pas Ohio State, mais l'université d'Ohio.
tous les deux classés dans le top 25 des edge rushers du pays selon PFF. Donc c'est dire la prise, mine de rien, quand tu as la possibilité d'ajouter 2 top rushers dans le pays à ton escouade, ça fait des très très belles prises. Si on se fait la review et puis après c'est à peu près tout pour l'effectif au niveau des classes de recrutement. Au niveau de l'effectif, on a Hassan Kalikamanis qui revient, l'ancien quarterback de Minnesota. Il était très correct l'année dernière pour Rutgers. Ça lui fait beaucoup d'expérience. À voir ce que ça donne. Hein, mais moi, j'aime bien personnellement les quarterbacks qui ont de l'expérience. Donc, il a joué 1 an ou 2 ans à Minnesota. Là, ça va faire sa 3e année à Rutgers. Il a un bon bras, mais il a du mal à compléter ses passes. Donc, faut rajouter de la précision et éviter également de mettre la balle en danger. Hein. Il a lancé que 7 interceptions, mais si vous avez regardé Rutgers l'année dernière, il aurait pu en lancer au moins plus. Hein. Je crois que la statistique, c'est 9 ballons supplémentaires c'est 9 interceptions qui sont droppées dans les mains des défenseurs. Hein. Donc, si tu rajoutes tes 9 ballons droppés d'interception à tes 7 que tu as lancés réellement, tu te retrouves quand même avec 16 interceptions. Et là, on est sur une saison un peu moins fabuleuse. En revanche, je pense qu'il aura progressé, à voir pour la précision et à voir pour également le fait d'arrêter de mettre la balle en danger. Au niveau du poste de running back, ça va être, je pense, la force de cette O-line, de cette escouade offensive, pardon. On a CJ Campbell qui va se partager les reps avec Antoine Raymond. Antoine Raymond, petit shout-out parce qu'il vient de Montréal, au Canada et au Québec. Donc l'année dernière, en fait, j'ai beaucoup regardé Rutgers parce qu'il y avait Antoine Raymond qui jouait et qu'au Québec, tout le monde parlait un peu de ce gars-là, étant donné qu'il a joué au lycée au Québec, etc. Donc c'était des gens qui disaient que il fallait regarder. Donc forcément, j'ai regardé. Il a montré des belles choses cette année en plus et surtout en ball game. Il me semble qu'il a 8 touchdowns. Pas sur le ball game, mais il y a 8 touchdowns dans la saison, presque 600 yards. Donc il était seulement freshman, donc il sera sophomore maintenant. Avec un peu plus d'expérience, ça va être sympa. Puis il sera accompagné de CJ Campbell pour faire ce one-two punch qui va être très très impressionnant, je pense. Au niveau de la O-line, j'ai pas trop d'informations, désolé, à part le garde Kobena Asamoah. C'est un des meilleurs joueurs de la ligne offensive de Rutgers. J'ai lu son nom dans quelques insiders, donc forcément, je pense que ça va être un joueur à regarder. Et puis, il y a une vraie escouade de receveurs également pour Kayak Manis. Il a même avec le départ de Damir Miller, il y a le retour de Ian Strong et KJ Duff. C'était ses 2 et 3e meilleures cibles de l'année dernière pour Rutgers. Au poste de tight end, c'est un peu plus léger. Par contre, je saurais pas trop dire qui c'est. Mais pour les fans de la draft, regardez bien. Ian Strong, c'est très très fort. Blague totalement trouvée pour ça, évidemment. C'est un vrai receveur physique. Il est très bon sur les ballons 50-50. Suffit de lui envoyer la balle dans les airs et globalement, il va aller la chercher. Un peu comme un Mike Williams à l'époque, de ceux qui suivent la NFL. Un peu comme un Mike Williams à l'époque où tu lançais pas des ballons 50-50, tu lançais la balle dans les airs et c'était plutôt du 70-30. Là, c'est pareil, c'est une cible qui va être très appréciée pour Kaliak Manis parce que je pense qu'il va faire un peu ce rôle de grosse cible sur lequel, quand il y a de la pression, tu sais pas où lancer, tu lances dans les airs dans sa direction, potentiellement qu'il ira la chercher. Au niveau de la défense, c'était très solide l'année dernière, ça sera encore très solide cette année. Eric O'Neill et Bradley Weaver sur la ligne défensive vont faire de très très belles choses. Il y aura un pass rusher incroyable, en tout cas je pense. Donc à voir, ça va être la force de cette escouade défensive, l'escouade des D-line. Au niveau du poste de linebacker, ça va être compliqué. C'est la faiblesse de cette équipe et de la défense en général. L'année dernière, Rutgers, c'était une très mauvaise défense contre la course. C'était un peu meilleur à la passe, en témoignent tous les joueurs qui sont partis à la NFL. Mais c'est en grande partie à cause de l'escouade de linebacker qui était très très mauvaise l'année dernière. Elle s'est pas améliorée pour autant. Il y a toujours Dariel Jabomi qui est le linebacker junior, mais à part lui c'est bien vide. Donc à voir comment ça se passe pour ce poste de linebacker. Au niveau des DB, tu perds globalement la majorité de ton escouade à la NFL. Il te reste Flip Dixon et Beau Masco. Ça paraît léger.
attention au backfield défensif, surtout quand on voit les programmes qui font face. Hein, quand tu dois aller jouer au Ohio State, quand tu dois aller jouer au Ohio State, ça te fait mal. Donc voilà. Au niveau du calendrier, justement, je vous en parle parce que c'est le 5e calendrier le plus dur du pays. 5e calendrier le plus dur du pays. Voilà, c'est compliqué. Il y a un calendrier hors conférence qui est plutôt facile. Hein. Ils jouent Ohio, Miami of Ohio, Norfolk State en ouverture de saison. Donc les 3 premiers matchs, on peut être bien d'accord pour dire que ça sera une défaite. Enfin, une victoire pour Rutgers. Donc tu as déjà 3 victoires d'assurées. Tu joues Purdue dans ton calendrier, donc tu as déjà quand même honnêtement 4 victoires d'assurées. Si je vous fais le calendrier au total, donc ils se déplacent, ils reçoivent pendant 4 semaines d'affilée. Hein, ils reçoivent Ohio, ils reçoivent Miami of Ohio, ils reçoivent Norfolk State et ils reçoivent Iowa. Ils se déplacent ensuite pendant 2 semaines à Minnesota et à Washington. Ils reçoivent Oregon. Ils vont à Oregon, pardon. Ils reçoivent Purdue, ils reçoivent Illinois, ils s'en vont à Maryland, ils reçoivent Ohio State, ils se déplacent à Ohio State et ils reçoivent Penn State. Compliqué, ton calendrier hors conférence, il a l'air facile. Tu as Purdue dans ta conférence, donc forcément tu vas gagner des matchs, donc tu as 4 victoires assurées. Après, tu dois aller jouer Iowa, Illinois, Oregon, Ohio State et Penn State. Compliqué. Ohio State, Penn State, Oregon, c'était en playoff l'année dernière. Hein, donc, tu as quand même 3 équipes qui étaient en playoff l'année dernière qui reviennent. Tu as Illinois et Iowa qui sont classés, au moins qui seront classés à la fin de la saison. Voilà, compliqué. Honnêtement, je pense que ça peut aller battre Minnesota, Washington ou Maryland. Donc, je pense qu'ils vont aller chercher les 6 victoires. 4 victoires contre Ohio, Miami of Ohio, Norfolk State et Purdue, puis gagner 2 des 3 matchs contre Minnesota, Washington ou Maryland, ce qui amènerait à un bilan de 6 victoires, 6 défaites et encore une fois une saison au moins en positif pour Greg Schiano. À voir. Potentiellement, tu te retrouves avec 5 victoires et là, c'est une saison en demi-teinte, mais tu as perdu quand même pas mal de joueurs. Tu te retrouves avec un calendrier qui est le 5e plus dur du college football cette année. Ça risque d'être compliqué. Mais j'ai bien confiance en Rutgers et je vois bien 6 victoires. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne dernière semaine de saison de off-season. Hein. La saison reprend le 23 août. Je vous rappelle, pour la week 0, on aura des gros matchs, notamment le Iowa State, Kansas State en Irlande, donc à des heures européennes. Ça fait plaisir. Également, ça va nous permettre d'avoir des équipes qui sont un peu moins en vue, qui vont jouer des matchs. Donc, ça va être plutôt sympa. Donc, la saison commence le 23, n'oubliez pas. En tout cas, nous, on se retrouve avec d'autres previews. Il nous reste, il me semble, une bonne quinzaine d'épisodes à publier. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir fait cet épisode-là. Northwestern Purdue Rutgers. À la prochaine fois.